Dans le village, une fille venait d'être répudiée. Et comme son père appartenait à notre clan, c'est Tedhelt, avec la permission du grand-père qui avait payé la dot, restituée au mari. Cette fille, Zahara Guaraf, était, disait-on, très belle, et mon beau-père décida de l'épouser. Il ne put y réussir cette année-là, et elle fut fiancée à un homme d'un village voisin, qui fit beaucoup de frais pour elle, et pour quelque temps on ne parla plus de l'affaire. Vint la saison des olives. Cette époque de l'année à Erilali est celle où on l'avait le plus bousculée, car toutes les femmes, jeunes ou vieilles, doivent aller à la cueillette. Levées avant l'aube, vêtues de leurs plus beaux atours et fardées les pieds chaussés de ces sortes de babouches hautes et souples de couleur écarlate, ornementées de dessins noirs, parées de tous les bijoux, les femmes se rendaient aux champs. Toutes les femmes aimaient le temps des olives, car c'est celui où elles peuvent sortir. Elles rentraient aux étoiles, éreintées mais heureuses. Pour moi, cette année-là fut sinistre, la plus sinistre que j'ai vécue dans cette maison. Comme toutes les femmes participaient à la cueillette, je fus désignée pour garder la maison, trier les 2 couffins de grains qui devaient être moulus dans la nuit et préparer le repas du soir. Il fallait s'y mettre de bonne heure, c'étaient de gros couffins, l'un d'orge pour les femmes et les ouvriers, l'autre de blé pour les hommes. Ma belle-mère et Douda, sa coépouse, cuisaient les galettes qu'elles emportaient avec des figues sèches pour le repas de midi et le goûter. J'avais à m'occuper de Paul, qui venait d'avoir 6 mois, et je n'étais pas assez forte ni habituée à ses travaux. Je m'efforçais cependant de satisfaire la famille. La grand-mère Annie venait tous les jours me tenir compagnie. Étant presque aveugle, elle ne pouvait m'être d'une réelle utilité. Elle berçait Paul, mais quand elle voulait le sortir du berceau, il pleurait très fort, car elle avait peur de ses yeux fermés. Je triais d'abord le grain, puis je me mettais au déjeuner de mon mari, qui enseignait chez les pères. Après quoi, je prenais l'immense plat de bois qui sert à rouler le couscous, et je roulais, remplissant le tamis. Ensuite, j'allumais le feu et je faisais cuire le tout. Alors, la nuit venue, la lampe à huile allumée, la Johra et Douda servaient tout le monde. Les ouvriers dans le vestibule, les hommes à part, et enfin les femmes et les filles qui entouraient le grand plat de frêne monté sur pied. Les jours passèrent, octobre, puis novembre, puis décembre, vint Noël. Les olives étaient cueillies, les fillettes de la maison pouvaient aller glaner pour leur compte, les mères parfois laissaient à dessein des olives. Cette nuit de Noël, je couchais chez les sœurs. Elles m'avaient invité à souper avec les pensionnaires. J'avais passé la journée chez elles avec les ménages chrétiens. Marzouk, Shlili, Slimane, Mouhouf. Le lendemain, à la nuit noire, je rentrais à la maison. Belkacem recevait des pères, 50 francs par mois. Avec cette maigre somme, nous crûmes que nous pourrions couvrir, plafonner, crépir et carreler l'étage que mon beau-père faisait construire, car dans notre naïve jeunesse, nous pensions nous installer pour la vie. Mon mari fit venir à son compte de bougies, les tuiles, les lattes, les carreaux et les vitres. J'ai su plus tard qu'il avait dû emprunter pour cela. C'était en 1901 que nous pûmes nous installer. Je continuais à vivre en famille, mais j'avais toujours dans ma malle du pain, du camembert et une boîte de sardines. Parfois même, le samedi soir, Belkacem me faisait rôtir un morceau de viande chez Monsieur Jean, le cuisinier des pères. Outre Hamma, ma belle-mère, Johara, avait un autre frère, du nom de Khaled. Cet homme était déjà vieux, chauve, et n'avait plus de dents. Il était haut de taille et sec comme du bois, des traits réguliers, l'air très intelligent. Chez lui, comme chez son frère Hamma, on sentait la fin d'une race.
Khaled était marié à une cousine germaine, une orpheline, qui avait été élevée par la grand-mère Aini. Pour des raisons que j'ignore, Khaled s'était séparé de sa famille en 1900 et les parents, surtout la mère, ne pouvaient s'en consoler. Sa femme à plusieurs reprises avait eu de très beaux enfants, car elle était très belle. Mais aucun d'eux n'avait pu finir l'année. Dès qu'ils commençaient à marcher à quatre pattes, ou même à se tenir contre les murs, ils étaient emportés par un mal incurable. J'ai assisté à la mort du dernier, enlevé en quelques jours, et que j'avais vu magnifique. Il avait même perdu la vue avant sa mort. La mère, Laila Aini, et Khaled, son fils, se rencontraient parfois dans notre maison. C'est ainsi que j'assistais un jour, horrifié, à l'une de leurs disputes. La mère aveugle reprochait au fils son abandon. L'autre répondit qu'il avait assez travaillé pour mère, frère et sœur. La discussion s'envenima. Khaled en vint à dire « Quand tu mourras, je souillerai ta tombe ». Je revois encore l'air terrible que prit la vieille femme. Un doigt braqué vers son fils, elle proféra « Fasse Dieu, Khaled, mon fils, que tu passes par des chemins étroits et que tu te trouves en face d'ennemis adroits. » Ils ne se revirent jamais. 3 ans après, au désespoir de la vieille femme, on lui rapportait le cadavre de ce fils tant aimé. La malédiction s'était réalisée. Il avait été tué par des hommes adroits dans des chemins étroits. Un jour, que sur sa mule, son fusil à l'épaule, il revenait du marché des Ethwarlis, il dut être suivi par un ennemi ou bien surpris par un malfaiteur. Une balle lui avait traversé le crâne, crevant un œil et sortant par la nuque. Les coutumes des Arélali n'étaient pas comme celles de chez nous. Ainsi, pour une mort, on ne fait pas la sadaqa, l'offrande, comme dans mon village. On se contente, quand on a les moyens, de préparer un repas somptueux pour les étrangers qui viennent des contrées loisines présenter leurs condoléances. Dans la famille, personne ne songeait à la communauté. Chacun tirait pour soi. Il arrivait que ma belle-mère et Douda, quand Tedhelt était couché, montent sur la jarre de blé et en prennent 2 ou 3 mesures pour les vendre et se partager l'argent. Il en allait de même pour la farine d'orge qui nous parvenait par sacs de Dizayet Ethel et où le grand-père Hossin avait des biens. En outre, toutes deux, surtout ma belle-mère, avaient des parents miséreux et elle les aidait autant qu'elle pouvait. Farine, huile, galettes ou couscous. Tout cela a été donné sans mesure. Tedhelt elle-même nourrissait les enfants de sa fille veuve Fatima. La plus grande industrie d'Iril Ali était celle de la laine. Les hommes se rendaient au loin, dans les villes du sud, pour acheter de lourdes charges de laine. Ils descendaient jusqu'à Ouargla, Djelfa, Larwat, en passant par Omal et Msila. Ils partaient le mercredi avec comme provision de bouche une galette, quelques figues, des olives et une gourde en peau de chèvre pleine d'eau. Ils ne revenaient que le samedi soir, épuisés par cette longue marche dans le désert. D'autres, qui possédaient un petit capital, le faisaient fructifier à Tizi Ouzou, à Orléansville, à Mliana ou à Batna. Ils étaient de retour avec les premiers froids, ayant amassé une petite somme qui leur servait à acheter la provision de blé pour l'hiver. Les femmes, elles, du printemps à l'automne, tissaient des burnous. Elles ou leurs maris vendaient ces burnous et l'argent était réservé à la maison.
La Johra, ma belle-mère, m'a raconté que du temps de sa jeunesse, alors qu'Arsène Amrouche et son fils Ahmed vivaient ensemble, il fallait se lever avant le jour. Certaines femmes se mettaient au moulin, les autres au métier à tisser, pendant que le vieux grand-père, assis au coin du feu, se faisait chauffer des tasses de café. Ma belle-mère, qui travaillait dur, avait le sommeil lourd. Aussi elle suppliait Tedhelt de la réveiller. Depuis que le grand-père n'était plus là, les femmes avaient plus de liberté, mais elles devaient cependant tisser des burnous, comme dans toutes les maisons du village. Le bénéfice était souvent très mince, mais on n'était pas resté inactif. Les hommes qui n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la laine fabriquaient des peignes à carder. Iqardashen. Cela ne demandait qu'une petite mise de fond et peu d'espace. C'était ce que faisait le père de la Johara. Tant que ses yeux ont vu clair, il a travaillé de la sorte. Le lundi, il portait au marché tous les peignes à carder de la semaine. 30 kilomètres à pied, aller et retour. Eril Ali est un pays très pauvre. Le terrain est schisteux, les cultures de céréales rares. Aussi, les gens attendaient-ils le jour de marché avec impatience pour se ravitailler. Je trouvais beaucoup de différences entre mon village de Tizi Ibel et Eril Ali. Chez ma mère, nous n'achetions rien. Même le bétail était engraissé à la maison. L'hiver, quand la rivière pouvait faire tourner la roue du moulin, on ouvrait la maisonnette et les villageois y portaient leurs grains. Là-bas, un cousin éloigné qui travaillait chez nous y était nourri, il s'occupait de ce moulin et on le payait en farine. Durant quelques hivers, nous avions pu avoir ainsi une bonne provision. Nous étions au printemps 1901. Les olives avaient été rentrées et moulues, et une grande quantité d'olives, d'huile avait été recueillie dans les jarres. Mais quelle fuite! Même les gamines couraient au moulin chercher de l'huile qu'elles revendaient pour s'acheter des terraillettes. Mon beau-père Ahmed, lui, ne s'intéressait à rien d'utile. Il se tenait au café du matin au soir, laissant les ouvriers qu'il nourrissait aller au champ, sans surveillance et travailler selon leur bon plaisir. Un jour, il se rendit à Tizi Eidel pour chercher 2 mules chargées de blé. Au col de la pierre, une des mules glissa et tomba au fond d'un ravin. Or, c'était la mule rouge que le grand-père Hassan aimait beaucoup. Il l'appelait Gazelle. L'homme à qui avait été fiancée Zahra Gouarab étant mort, mon beau-père déclara qu'il voulait épouser cette jeune femme. Il le fit en décembre 1901. Ce fut une grande noce, avec des musiciens venus de la plaine. Durant quelques jours, nous eûmes de vrais festins. Les 7 jours de liesse rituelle écoulés, Zahra prit sa place parmi les autres femmes. Et chacune des 3, à tour de rôle, passait la nuit avec mon beau-père dans la maison neuve. Mais Douda voulut avoir le même trousseau que la nouvelle épousée. Elle abandonna ses petites filles à Erila Ali et partit se réfugier chez ses parents. Or, comme elle attendait un bébé dans le courant du mois, Tedhelt alla la chercher, car il ne convenait pas qu'elle accouche dans sa famille. Ma belle-mère Johara et Douda avaient mis sur le métier un burnous blanc très fin, destiné à leur époux commun, Ahmed ou Amrouche, mais celui-ci ayant épousé Zahra, elles décidèrent de déserter le métier et exigèrent que ce fût la nouvelle femme qui continuât de tisser. C'était la pagaille. Mon beau-père avait à l'époque un peu plus de 40 ans. Il était de taille moyenne, mais paraissait grand avec le guenouge. Il était très brun, avec des yeux fauves enfoncés dans les orbites.
Il portait la barbe et la moustache. Je trouvais un air farouche et n'aimais pas beaucoup être auprès de lui. Paul marchait maintenant. C'était un très beau petit, avec une tête blonde bouclée et de grands yeux dorés qui lui mangeaient toute la figure. La famille entière en raffolait, car les garçons manquaient chez nous. Les habitants du village eux-mêmes le gâtaient, et Poupoule ou Amouche était connu de la ronde. Nous habitions l'étage que nous avions aidé à construire, une très grande pièce rectangulaire avec 4 fenêtres et 2 portes, l'une donnant sur le balcon, l'autre du côté de la petite terrasse. Il y avait des vitres à ces fenêtres et une cheminée ornée de mosaïques. On était très bien l'été, mais on y gelait l'hiver, car la cheminée fumait. La suite demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.